Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie 2025 pour naviguer dans les marchés globaux. Et c'est Alain Bokobza qui est à mes côtés en plateau, le responsable monde de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Alain, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour évoquer les enjeux 2025. Comment on raisonne là en matière de construction de portefeuille, de construction d'allocation globale d'actifs pour cette année 2025. Vous avez identifié, vous et vos équipes, 4 nouveaux chapitres dans cette histoire 2025 qui sont autant de potentiels game changer, ou en tout cas des événements ou des logiques qui pourraient modifier profondément la course ou les dynamiques de marché qu'on observe et qu'on a pu observer à travers l'année 2024. Par exemple, Alain, j'imagine qu'un des chapitres au moins, et peut-être même le premier, est consacré à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que ça pourrait changer de la conduite de la politique aux États-Unis ? Bien évidemment, la réponse est oui. Maintenant, on ne va pas jouer l'arrivée de Donald Trump 2 fois. Fin septembre, les marchés ont pris un pari sur les actions américaines, sur le dollar américain qui a bien monté depuis. On ne va pas le faire 2 fois. Il est là, il a été investi hier. À partir de maintenant, on va essayer de sortir des suppositions qui étaient échangées via des réseaux sociaux. Tout son casting, son équipe est connue, maintenant ça arrive, c'est l'exécution du programme, et il va y avoir certaines mesures qui ont été débattues qui seront implémentées ou pas, d'autres qui vont l'être, avec un horizon temporel qui sera ce qui sera. Donc le travail qui doit être fait par les marchés aujourd'hui, par nous tous, c'est on dirait to connect the dots, c'est-à-dire d'imaginer le déroulé. Il y a eu un discours hier qui était très sociétal. C'est pas nécessairement un discours qui a beaucoup d'impact sur les cours de bourse. Et maintenant, va s'ouvrir une séquence qui va être sur la politique commerciale, dans les tarifs, qui va être sur le vote nécessaire au Congrès sur les baisses, enfin sur le maintien des niveaux très bas d'imposition des entreprises à 21%. Ça coûte 4 300 milliards sur 10 ans. C'est un vote très très lourd au Congrès. Il n'est pas du tout évident qu'ils l'obtiennent sans lobbying intense. Paycent a déjà commencé. Il va y avoir d'autres mesures sur l'arrêt violent de la décarbonation de l'économie et drill, baby drill. Donc ça, c'est clairement pas très positif sur le prix du baril. Il y a différents chapitres. Et semble-t-il, sur le premier chapitre, qui est de loin le plus important, à mon avis, pour le pricing de marché global, pour les États-Unis, pour le reste du monde, qui est la politique commerciale et la politique de tarifs, les dernières indications qui restent à confirmer sont l'exécution progressive des tarifs, utilisée comme argument de négociation, je ne vais pas dire de marchand de tapis, mais je te mets des tarifs à X%, éventuellement, si tu me donnes en échange ceci, je ne te les mets pas. Et donc, il va y avoir des relations bilatérales. Toute l'organisation du commerce mondial est multilatérale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il attaque en bilatéral. Donc là, on a écouté sur le Mexique, sur le Canada. On n'a pas écouté grand-chose contre la Chine, à l'exception d'un chiffre de 60%. Il n'y a aucun détail sur l'exécution. C'est ça que vont vivre les marchés. Et s'il y avait une variable sur laquelle j'essaierai de faire la synthèse pour les progrès des marchés, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipations très consensuelles, comme quoi les politiques de M. Trump seraient inflationnistes pour les États-Unis. Je mets le joker en disant il a fait toute sa campagne électorale à agresser le camp adverse des démocrates en disant vous avez raté un cycle d'inflation, le peuple américain a souffert d'un cycle d'inflation. Je trouverais ça pour le moins irraisonné, irrationnel, que de mener une politique qui soit inflationniste compte tenu de la campagne qu'il a faite et quel brio dans cette campagne. Oui. Ça ne correspondrait pas à l'animal politique extraordinaire qu'est Trump. Et ses priorités politiques. Donc s'il devait y avoir certaines mesures inflationnistes, il se peut qu'il y en ait d'autres, dont le drill, baby drill, c'est-à-dire de provoquer à partir des $80 qu'on a aujourd'hui une baisse du prix du baril de façon à générer au total des régimes d'inflation qui resteraient raisonnables. Mais pour comprendre la manière dont les marchés pourraient fonctionner, au regard de ce qui a déjà été intégré de Trump, comme vous le disiez, depuis septembre, avant même la victoire officielle de Trump à l'élection présidentielle, à travers le dollar, par exemple, ou les marchés obligataires, Trump va plutôt délivrer ou est-ce qu'il va décevoir à un moment ce qui a été intégré ? Je pense que à ce stade, sur quelques-unes des très grandes mesures, on a évoqué
une entrée progressive d'une nouvelle politique commerciale. On a évoqué la reconduction des niveaux d'imposition très faibles sur 10 ans. Ça peut être voté pour autant qu'il y ait, donc ça coûte très cher, hein, la pérennisation des niveaux d'imposition très bas des entreprises. On a évoqué un chiffre supérieur à 4 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Ça peut être, en matière de déficit budgétaire, partiellement compensé par le DOGE, c'est-à-dire le cost-cutting qu'ils veulent faire. Personne ne sait, les coupes dans les administrations, dans les hautes autorités sectorielles par-ci par-là qui coûtent cher, hein, en matière de réglementation. La réglementation, il faut des troupes pour l'animer. Donc on n'a aucune idée à ce stade. On connaît le casting, hein, avec M. Musk. On ne connaît pas du tout le contenant. Il n'y a pas une demi-mesure qu'on connaît pour l'instant. Donc il va y avoir dans les semaines qui viennent, le fait qu'il prenne son temps est plutôt de bon augure sur la qualité de l'ensemble de la politique économique, avec cette fois-ci une administration américaine qui est dans son camp, qui est préparée pour un certain nombre de mesures qui seront annoncées. Donc à ce jour, la progressivité ou le brutal, c'est un peu un des enjeux, semble-t-il, sur les mesures économiques phares qui impactent sur les actifs, que ce soit la monnaie, le dollar, les taux d'intérêt obligataires et le taux de financement d'un État très endetté, et ou les marchés d'actions, semble-t-il, il semble vouloir avancer progressivement. C'est plutôt de bon augure. Enfin, à ce stade, c'est très tôt. C'est très tôt. C'est très tôt, mais on découvre sa gouvernance au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et les premières décisions sur ce qui va bouger, donc les régimes de volatilité, semble-t-il, il avance pour l'instant avec précaution. Pour l'instant. Concernant l'Europe, est-ce qu'il est possible de bâtir un scénario et une stratégie d'investissement autre qu'un scénario prudent, voire négatif, Alain ? Qui j'ai l'impression, a un peu le consensus toujours autour de l'Europe, quoi. C'est médiocre, ça ne va pas aller mieux. Bon. Il y a déjà un premier constat qu'on peut faire. Qui consiste à dire que si je vous avais dit deuxième année consécutive de récession en Allemagne, fragilisation politique de certains très grands pays d'Europe, qui peut comprendre aussi le Royaume-Uni, mais pas que, avec un taux de croissance largement en dessous de 1 quand les États-Unis sont proches de 3, et que je vous avais dit en début 2024, les actions européennes feront ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire un nombre supérieur à 2 chiffres, vous m'aurez rigolé au nez. Peut-être pas. Donc on se plaint en comparaison de ce qu'ont fait les États-Unis, c'est pour les épargnants, que ce soit des particuliers, que ce soit pour des institutionnels, des taux de rendement plus dividendes qui sont très significatifs. Si vous faisiez ça tous les ans dans les 10 prochaines années, ça fait des taux de rendement annualisés qui sont exceptionnellement élevés. Donc arrêtons de nous tirer une balle dans la tête. C'est surtout la sous-performance des actions européennes par rapport à l'exceptionnalisme des actions américaines plus la variation du dollar. C'est ça qui nous frustre. C'est pas en tant que tel, compte tenu des conditions économico-politiques, quelque chose, heureusement évidemment qu'on a eu la Banque centrale avec nous, la Banque centrale européenne et aussi la Réserve fédérale qui ont enclenché un rythme d'assouplissement qui n'est pas terminé. Ça a aidé. Mais au total, c'est pas comme si on assistait à un désastre de la performance des marchés d'actions. C'est mon premier point. Deuxièmement, il est évident, tout le monde le dit, tout le monde le calcule, les actifs européens, que ce soit l'euro lui-même ou que ce soit les actions européennes, sont vraiment pas chères. Je n'ai pas dit brader, mais je le pense. Et quand on fait de la finance comportementale et quand on observe par le biais d'évaluation un actif, la sous-évaluation d'un actif n'est jamais suffisante pour allouer. C'est le responsable de l'allocation d'actifs qui parle. Il faut un déclencheur, un trigger, on dirait en anglais. Et l'un sans l'autre ne suffit pas. Ça fait plusieurs années que les actions européennes ne sont pas très chères. Elles montent moins vite que les actions américaines. Pour que l'écart change, il faut un trigger. Ouais. Et idem pour l'exceptionnalisme de la performance des actifs américains, entre le dollar et les actions américaines, il faut un trigger. Ça peut être la déception des profits des Magnificent Seven, ça peut être un discours du président Trump qui dit « pour la compétitivité, il me faut un dollar baissier ». Là, on ne verra pas le dollar monter. Voilà, il faut des triggers.
Alors, parmi ces triggers, donc c'est ceux qu'on va fouiller. On est value, c'est pas cher. Dans les triggers, il y a le soutien de la Banque Centrale Européenne. Il est bien installé, elle va continuer, sans être nécessairement aussi agressive que certaines anticipations de marché veulent bien le dire. Mais elle est là pour donner un soutien. Ça va aider au marché obligataire pour maintenir des taux de financement courts et longs qui soient raisonnablement bas. Ça va aider le marché immobilier, ça va aider la confiance. Il y a tout un écosystème au niveau du régime de taux qui va un peu s'améliorer. Vertueux là de ce point de vue. Vertueux qui est progressif, mais qui a des vertus sur le remise en place du crédit bancaire vis-à-vis du marché immobilier qui est en train de se produire. Il y a un effet vertueux sur l'effet confiance, qui est là. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a une élection en Allemagne le 23 février prochain qui est sujette à beaucoup de débats sur les conséquences de cette élection. Et au-delà de la quasi-certitude de la fragmentation du Bundestag, donc du Parlement allemand, au même titre qu'on a une fragmentation en France, il y a un autre débat qui est extrêmement important, qui est la tenue de la politique économique de l'Allemagne, qui connaît une accumulation de défaites et de problèmes, et qui ne sont pas que conjoncturels, avec une nécessaire remise en cause de ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire dans la constitution allemande, l'interdiction de faire des déficits. Donc là, c'est ce qui est en jeu dans cette élection, parmi les grands facteurs, une Allemagne qui pourrait utiliser ses excédents qui sont gigantesques, entre 5 et 6% du PIB, à des fins non pas de remboursement de la dette, comme ils l'ont fait depuis 15 ans, mais à des fins d'investissement, de croire en eux pour le futur et d'entraîner l'Europe et le reste de l'Europe dans un cercle vertueux d'investissement, d'innovation et de compétitivité. Et ça, c'est possible d'ores et déjà à l'issue de ces élections fédérales avancées. Je passe le temps qu'il pourrait se dérouler pour la formation d'une coalition, mais vous dites, ce que vous décrivez là, changement de modèle allemand, c'est possible à l'issue de ces élections. C'est l'enjeu de l'élection allemande pour nous sur les marchés. Sincèrement, si il va y avoir une coalition, le système politique allemand est fondé sur les coalitions. Aucun parti ne peut gouverner tout seul. Comme en Italie, il faut des coalitions. Mais est-ce qu'on aménage ou est-ce qu'on va plus loin que ça? Est-ce qu'on donne un peu de flexibilité ou est-ce qu'on renverse la table? La Constitution ne permet pas de souplesse. Non. Et c'est là l'enjeu de la règle d'or qui a été votée en 2009, qui a été mise en exécution pour la première fois en 2011. Ça fait donc presque 15 ans maintenant que la direction de l'Allemagne n'est que l'utilisation des excédents externes à des fins de remboursement de la dette à un moment où ils ont des centaines de milliards d'euros nécessaires d'investissement dans la défense, l'énergie, le digital, l'innovation et la restructuration de leur industrie, notamment automobile. Il y a du boulot et ça va coûter cher. Et pour ça, il y a besoin d'aide publique. Donc là, il y a un gros consensus qui est en train de se dessiner en Allemagne. La vitesse avec laquelle ils vont y aller, c'est le fameux trigger, l'effet signal, qui peut venir autour de l'élection. Ce n'est pas nécessairement le jour de l'élection, mais sur l'inflexion de politique économique à terme, et d'entraîner ainsi le reste de l'Europe dans un modèle économique qui soit différent. Deuxièmement, dans les triggers. Et là, on a une impulsion de part de la nouvelle administration américaine qui ressemble étrangement à l'impulsion qu'on a connue au début des années 80 avec Ronald Reagan, qui est une impulsion de déréglementation. C'est pas du cost-cutting, c'est de la déréglementation qui dit son nom. Qui peut donner un boost en matière de compétitivité et de rentabilité très important. Et c'est un des enjeux de la politique européenne, il n'y a pas qu'en Allemagne. Est-ce qu'on va décider d'arrêter de continuer à tout réglementer, ce qui est bien en matière de précaution et mauvais en matière de croissance? Il faut réallouer sur l'Europe. On est au bout, Alain, je le précise, mais tout ce que vous dites là, ça veut dire qu'on a déjà quand même un niveau de confiance suffisant pour se dire qu'il est temps peut-être de réallouer sur l'Europe? En tout cas, dans l'exercice 2025, ce qu'on peut constater, c'est que personne ne paye pour voir en Europe. Autant aux États-Unis, le marché il a monté avant l'élection. On fait crédit aux États-Unis en disant le dollar et les actions américaines ont monté avant l'élection de Trump. Le marché a joué cette élection et cette victoire qui est étonnante à bien des égards. En Europe,
on ne paye pas pour voir. Ouais. Donc il faut des faits. Il faut des faits sur éventuellement la fin de la guerre en Ukraine, il faut des faits sur la fin de la règle d'or, il faut des faits sur un engagement sur moins de réglementation. Ces 3 facteurs peuvent enclencher un cycle plus vertueux sur les actifs européens. Bon, prochain rendez-vous dans un mois, le 23 février, ça va vite venir. Hein. C'est donc l'élection, la nouvelle élection la plus importante du monde, les élections fédérales en Allemagne. Merci beaucoup Alain. Alain Bocobza, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale CIB.